Tant que l'économie sera en train de vouloir faire coller à ces principes nuls, suicidaires qui sont les actuels, de faire du profit le maximum possible, le temps le plus court possible, en détruisant la nature, en la surexploitant, ça ne marchera pas, évidemment. Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. C'est une émission organisée par Time for the Planet, qui est le mouvement citoyen qui rassemble 1 milliard pour créer 100 entreprises qui luttent contre le dérèglement climatique à l'échelle mondiale. On choisit volontairement d'interviewer des personnes avec des points de vue très variés et on n'est d'ailleurs pas toujours d'accord. Alors aujourd'hui, notre grande question du jour avec Gilles Boeuf, c'est: est-ce que nous allons tuer la nature ou est-ce que la nature nous tuera d'abord ? Donc c'est parti pour l'épisode avec Hugo à la vidéo et moi, Colline, à l'interview. Alors, chez Time for the Planet, on aime bien se tutoyer. Est-ce que ça vous va ? Ça me va très bien. Super. Je tutoie mes étudiantes, donc c'est très bien. C'est parfait. Avant de dégrainer ton CV, on a une question assez personnelle, mais comme c'est le slogan de Time for the Planet, Gilles Boeuf, je la tente, est-ce que tu fais pipi sous la douche pour sauver la planète ? Ça m'intéresse de faire pipi sous la douche, mais sans aucune idée de sauver la planète. D'ailleurs, mais ça m'est arrivé comme tous les garçons. Je ne pense pas que les petites filles fassent ça, mais les garçons, oui. D'accord. Donc maintenant qu'on connaît ce détail très original sur toi, on va passer à une présentation un peu plus formelle. Donc Gilles Boeuf, tu es un grand biologiste. Tu as notamment présidé le Muséum national d'histoire naturelle de 2009 à 2015. Tu es un spécialiste des questions de biodiversité et tu es professeur à la Sorbonne, à Sciences Po actuellement, ou même au sein du très prestigieux Collège de France. Tu as été le conseiller scientifique de Ségolène Royal pendant la COP 21 et aujourd'hui, tu donnes de nombreuses conférences dans le monde entier pour sensibiliser sur la fragilité de la biodiversité. Aujourd'hui, tu es aussi président du CEBIOS, c'est le Centre européen sur le biomimétisme dont tu nous parleras un peu plus tard. J'ai un petit cadeau pour toi. Alors, je te laisserai l'utiliser quand tu le souhaites, au moment de l'interview. Je te laisse voir ce que c'est. Zensect, ça c'est très beau, c'est bien. Anti-moustique, dont le moustique tigre, c'est bien écrit dessus. D'accord. Très bien, c'est sympa. Je me suis dit que ça allait faire écho à notre interview, donc tu pourras t'en servir dès que tu voudras parler du moustique tigre ou des insecticides. Quand on me dit à quoi servent les moustiques, c'est une bonne question. D'ailleurs, quand on parle de biomimétisme, une des belles interventions biomimétiques, ça a été de s'inspirer de la forme de la trompe du moustique pour faire des seringues d'injection de l'anti-Covid qui font pas mal. Ah, très bel exemple du biomimétisme donc. Alors, on va commencer à aborder notre grande question du jour. Je la rappelle, c'est: est-ce que nous allons tuer la nature ou est-ce que c'est elle qui nous tuera d'abord ? On va commencer par parler des dommages que nous, Homo sapiens, les êtres humains, ont fait à la biodiversité. Alors déjà, comme tu es un professeur, le mot biodiversité, il n'a pas toujours existé. Est-ce que tu peux nous dire qui l'a inventé et comment on peut l'expliquer simplement ? Oui. Est-ce que c'est par exemple juste le catalogue, une sorte de liste exhaustive des espèces qui habitent la planète ou c'est autre chose ? Question qu'on pose souvent. Alors, il est inventé par un écologue américain qui n'est pas de n'importe quel. Il s'appelle Walter Rosen. On est en 1985. C'est pas si vieux que ça. D'ailleurs, quand je faisais mes cours à l'université, je leur ai dit à un moment, voilà, vous avez l'âge de l'invention du terme, ils étaient nés en 85, biodiversité. Alors, c'est la contraction en anglais de Biological Diversity, et Rosen écrit ça. Ça prend pas trop, mais à ce moment-là, un génie de la biodiversité, qui est l'homme que j'admire le plus, qui est un spécialiste des fourmis, un myrmécologue, va reprendre effectivement le terme de biodiversité en 86. Et lui, il va le vulgariser partout. En fait, ça va être vraiment la réaction totale. Et il va sortir des laboratoires de recherche simplement en 1992. Donc, en gros, si on veut le résumer, alors, la définition scientifique, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, on va y revenir, les bactéries, les protistes, c'est quoi un protiste ? On va en parler, c'est super intéressant. Les champignons, les plantes et les animaux ont établi entre eux et avec leur environnement. C'est ça, effectivement. Et l'écologie, c'est la science des relations entre les êtres vivants, mais y compris de ce qui est en nous, nos relations avec nos bactéries intestinales. Le petit Covid, en ce moment, il s'amuse beaucoup. Chez les humains qui ont de mauvaises relations avec leurs bactéries intestinales, on pourrait y revenir aussi. Donc, c'est ça. Et effectivement, je crois que si on veut trouver le synonyme le plus simple, c'est le vivant. Et pour moi, la définition la plus simple, c'est la fraction vivante de la nature. Voilà. Il y a une nature, la nature se forme. Alors, ne confondons pas un cristal de quartz, par exemple, avec le vent, la marée, l'océan. Ça, c'est pas vivant au début, bien sûr. Donc, c'est pas de la biodiversité. Et la biodiversité commence effectivement au moment précis où une première cellule se diversifie dans l'océan d'une chimie qu'on appelle prébiotique avant la vie, qui était là, qui est capable de se diviser.
Alors au départ, c'est une cellule mère qui donne 2 cellules filles, copie de la maman, hein, c'est le même génome. Et puis avec le temps, va apparaître la sexualité chez les bactéries, il y a 1 milliard d'années, et ça va tout changer parce que une espèce qui utilise le sexe a beaucoup plus de facilité pour s'adapter aux changements extérieurs. Il a plus de possibilités qu'une espèce qui se clone en permanence, comme c'était le cas auparavant, sur les reproductions non sexuées. Donc la biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature. C'est simple à expliquer finalement. C'est le vivant, voilà. Et l'homme est dedans. On n'est pas à côté, j'insiste. Hein. C'est très important. Un bébé qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide, 3/4 de flotte. Voilà pourquoi l'eau est si importante. Hein. Et puis au début, il est quasi... Il n'a pas beaucoup de bactéries, parce que sa maman, au sein de l'amnios maternelle, l'a bien protégé les 9 mois de la grossesse. Hein. C'est ce que dit Maurice Cyrulnik, notre ami qui fait du comportement et puis de la résilience. Il nous dit, en fait, c'est les 1000 premiers jours qui sont tellement importants. Hein. Pas les 1000 premiers jours depuis la fécondation, depuis le moment où le bébé entre en contact avec la biodiversité de la Terre. Ça, c'est absolument... Et ça, on l'a totalement négligé. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Hein. Des maladies très graves comme l'obésité, Alzheimer, l'autisme, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, sont liés à un désordre relationnel entre nos cellules humaines dans un corps humain et nos cellules non humaines, qui sont aussi nombreuses. 50 000 milliards de bactéries dans et sur un homme. Il faut le regarder en face. Nous sommes le vivant et la biodiversité, nous-mêmes. Admettons-le. Aujourd'hui, c'est quoi les 3 ou 4 principaux facteurs qui menacent la biodiversité ? Ça a toujours été les mêmes. Le premier, en fait, tout le monde dit le climat. Non, c'est pas le climat aujourd'hui. Le premier, c'est la destruction, pure et simple. On détruit les écosystèmes. Alors, c'est quoi un écosystème ? Il faut dire aussi ce que c'est pour tout le monde. Hein. Même maintenant, ça mérite un petit peu, mais les entreprises ont leur écosystème, ont leur ADN aussi. C'est des copies par rapport au biologique. J'aimerais bien qu'elles s'en préoccupent un peu plus que ça, du biologique. Hein. On pourra en rediscuter. Donc, un écosystème, c'est une construction vivante entre des êtres vivants entre eux, qui s'acoquinent, qui s'arrangent ensemble, qui peuvent être en symbiose, qui peuvent être en opposition. En tout cas, il faut dire clairement aussi à nos auditeurs que dans la nature, il y a infiniment plus de symbiose, de commensalisme, de mutualisme et d'entraide que de compétition. Donc on arrête cette histoire de darwinisme social. Darwin, d'abord, n'a jamais dit ça. Un monde où tout le monde va se bouffer en bouffant le voisin pour survivre, c'est une catastrophe. On ne s'en sortira pas comme ça. À 8 milliards d'humains, c'est impossible. Hein. Donc ça veut dire que inspirons-nous du vivant, on va y revenir tout à l'heure, hein, innovons à partir du vivant pour comprendre qu'il faut qu'on travaille en coopération. Donc je tiens à être très formel là-dessus, je ne serai pas tout le temps, mais quelquefois, infiniment plus de coopération que de compétition. Ça, c'est très, très important. Et puis, le vivant, il est parti comme ça. Le vivant a rencontré les pires avatars possibles. Il s'en est sorti à chaque fois. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, les raisons, c'est la destruction pure et simple. Je détruis une mare. Je détruis une forêt. Un parking par-dessus. Je coupe entièrement une forêt. Voilà, par exemple. Ou je crée un événement climatique qui va la détruire. Ça existe aussi, bien sûr. Hein. Et je vais polluer, je vais détruire. Ça, c'est clair. Je vais détruire. Le second qui est lié au premier, c'est la contamination et la pollution. C'est-à-dire, je vais irrémédiablement, souvent, détruire par effectivement la contamination, la pollution. Alors, ça peut être Tchernobyl, par exemple, ça peut être donc ou Fukushima, mais ça peut être aussi des métaux lourds, ces terribles perturbateurs endocriniens, on en parlera si tu veux tout à l'heure, hein. Ce sont des molécules qui à très 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 faible dose sont impactantes, parce qu'elles miment nos hormones à nous. Et nos cellules réagissent de la même façon que si l'hormone naturelle était arrivée à la cellule en question. Donc tout ça, les matières plastiques dans l'océan, donc destruction, pollution. Le troisième aspect qui est un peu moins connu, c'est la dissémination de tout partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme transporte tout. Par exemple, un truc très marrant et très pratique pour nos auditeurs, on a fait des travaux au muséum sur les godasses, les souliers à crampons des randonneurs dans les Pyrénées. Hein, on part de Banyuls et on va à Hossegor, hein, tout le GR10 là. Et puis on se rend compte qu'on transporte des trucs incroyables. On transporte des plantes du pays qui catalan. Qui s'accrochent au crampon, oui, bien sûr, au Pays Basque. Et puis vice-versa. Et pourquoi c'est un problème, ça ? Parce que, en fait, ces plantes arrivent dans des zones qui ne sont pas les leurs et entrent en compétition avec les plantes locales, ce qu'on appelle les espèces invasives ou envahissantes. On fait une petite différence entre les deux. L'invasive, elle vient d'ailleurs. En anglais, c'est Alien Invasive Species, hein, l'espèce alien, le film Alien. Et envahissante, c'est une espèce qui était déjà là, mais qui se met à proliférer d'un seul coup, liée aux activités humaines. Hein. Donc elle déstabilise un écosystème, c'est ça ? Voilà. Donc c'est les espèces envahissantes. Le frelon asiatique, le lapin en Australie. Le moustique tigre. Voilà, très bien. Le moustique tigre est un excellent exemple. Ouais. Les paludismes, les leishmanioses, c'est tout ça qui se... Et les avions, bien sûr, ont contribué incroyablement à transporter ça partout. Donc, espèces envahissantes.
Le quatrième, c'est la surexploitation. On prend plus que la renouvelabilité du vivant, hein, c'est clair. Je pêche, je ne suis pas contre la pêche, à condition qu'on ne pêche pas plus que ce que la nature peut nous fournir tous les ans. Hein, ce qu'on appelle le recrutement chaque année, c'est le nombre de bébés dans une pêcherie qui accèdent au stock qui est exploitable. Ils sont assez grands, ils peuvent se reproduire. Hein. Avec une règle d'or, on ne pêche jamais un poisson qui ne s'est pas déjà au moins reproduit une fois. Hein, on le laisse bien sûr se reproduire, ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui. C'est la forêt tropicale qui part à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. Hein, à ce rythme-là, on n'en aura plus à la fin du siècle. Or, moi qui ai présidé ce muséum, on pourra y revenir tout à l'heure, les forêts tropicales, dans nos collections à Paris, 71 millions d'objets, hein, représentent plus de la moitié des espèces vivantes connues sur la Terre aujourd'hui. Donc, elles sont incroyablement riches, beaucoup plus que l'océan, par exemple. Donc, c'est vrai que ça, on n'y fait pas suffisamment attention. Hein. C'est surexploitation. Et le dernier, c'est le climat. Hein, le climat, encore une fois, quand le climat change, finalement, il faut dire à tout le monde, le climat a toujours changé. Le climat n'a jamais été réglé par un Dieu supérieur. Le climat, il a changé en permanence. Ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est l'accélération du changement climatique et surtout sa vélocité. On parle de 20 ans, la mer remonte 5 fois plus vite qu'il y a 20 ans. Vous vous rendez compte? Mais il y a des chiffres que j'aime beaucoup, comme ça, qui frappent bien les auditeurs. Le climat, 19 000 ans. Ici en France, chez nous, où que vous soyez, hein, dans les Alpes ou à l'île de Ré, ça marche bien mon truc, il y a la température de l'air est 4 degrés plus basse, ainsi que la température de surface de l'océan. Et la mer est 125 mètres plus basse. 125 mètres, c'est pas quelques centimètres. Hein. Donc c'est extrêmement impactant, évidemment. C'est remonté, ça remonte très très vite au moment où l'humain s'arrête de bouger, Homo sapiens, tout à l'heure tu as dit, vers le néolithique, donc 12 000 ans. La mer montait de 5 cm par an. Imaginez une carte de France comme ça. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est clair, elle est remontée. Et là, elle monte pendant les 5000 dernières années, 1 millimètre par an. Et là, on est à 5. Donc, il s'est passé quelque chose dans les 20 ans écoulés, dans l'accélération du changement climatique. Et donc, la remontée du niveau de la mer aussi, bien sûr. Et deuxième chiffre que j'aime beaucoup donner aussi, à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, les mêmes époques, 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'humain invente par sa technicité, sa technologie, son inventivité, sa créativité, sa science, sa technique, l'arme atomique. En fait, j'avais regardé à l'époque ce que fait Hiroshima par rapport à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. En gros, c'est 60 000 morts en quelques minutes. Donc l'humain est capable, par sa technicité, dans le Vésuve, il y est pour rien, l'humain. Il n'a pas eu de chance, ceux qui habitaient là ont été détruits par l'éruption du volcan. Très violente, bien sûr. Hein. Herculanum et Pompéi, on les retrouve dans des conditions de temps figé. Les gens sont comme s'ils étaient là, dans la minute où ils ont disparu, où ils étaient tués, en fait. Eh bien, Hiroshima, c'est ça aussi. Donc, premier intérêt, c'est ça. Et le second intérêt, pour moi, Hiroshima et Nagasaki, c'est que c'est l'explosion. C'est vraiment l'explosion de la démographie humaine. On est 2 milliards d'humains. Allez, un tout petit peu plus. En 1940, on est 2 milliards d'humains. On arrive à 8. Multiplié par 4, tu vois, un peu. Et ça, en un temps extrêmement court. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Donc, voilà un peu les causes. C'est donc destruction, pollution, dissémination, surexploitation et climat. Est-ce que là-dedans, tu mets aussi ce qu'on entend souvent, l'artificialisation des sols? C'est la destruction des sols. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr, en plein dedans. Vous expliquer ce que ça veut dire, l'artificialisation des sols? Simplement, c'est qu'on remplace... C'est quoi un sol, d'ailleurs? Ça, c'est une question intéressante, parce qu'on ne parle pas suffisamment des sols. Moi, je parle beaucoup d'océans, mais les sols, pour moi, c'est génial. C'est tout petit. Les sols, c'est peu épais. On parle de quelques dizaines de centimètres, quelques mètres au plus. Il y a la roche en place, la roche-mère, et le sol, c'est la dégradation de tout ça, bien sûr. Et c'est la terre arable, c'est la terre qui sert à l'agriculture, qui fait pousser nos plantes, sur lesquelles s'installent les forêts, les plantes d'intérêt agronomique, et puis aussi, bien sûr, en gros, en France, parce que c'est des chiffres qu'il faut donner aussi quelquefois à nos auditeurs. Il y a combien de plantes? Allez, 7000 espèces de plantes en France, 7000 espèces connues, chez nous, naturelles. Hein. Aujourd'hui, on arrive à peu près à 100 000 espèces en France. Tout confondu, hein, bactéries, protistes, j'ai expliqué ce que c'est qu'un protiste tout de suite, champignons, plantes et animaux, 100 000, à peu près 100 000, en métropole. Dans les Outre-mer, on est à peu près à 80 000, ce qui veut dire qu'on ne les connaît pas. Hein. Parce qu'il y a forcément infiniment plus d'espèces en Guyane qu'en France métropolitaine. Dans l'océan Pacifique, il y en a plus que dans l'océan Atlantique, chez nous, bien sûr, j'entends, hein, pas en mer des Caraïbes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des idées des ordres de grandeur à peu près. Et c'est vrai que tout ça part à une vitesse qui est assez incroyable. Donc pour revenir au climat, le climat change trop vite aujourd'hui.
Il faut de très mauvaise foi pour dire que l'homme n'y est pour rien, bien évidemment. Il y a un joli papier sorti en Nouvelle-Zélande en 2014, qui est un papier de mathématiciens, ce n'est pas des écolos qui ont écrit ça. Ils ont regardé en fait l'évolution de la température moyenne de la Terre durant le XXe siècle. Surface de l'océan et température de l'air, sur 100 ans. Très bien. Et on a des chiffres mois par mois, sur 12 mois. Très bien. Et là, depuis les années 80, on compare la moyenne du mois écoulé à la moyenne du siècle, donc 20e siècle. Et c'est incroyable parce qu'il faut revenir à février 1985, ça fait un petit peu de temps quand même, hein, pour retrouver un mois plus froid. Or, dans la nature, quand il y a des fluctuations, elles oscillent tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Il n'y a jamais un truc comme ça, ça n'existe pas, ça. Donc, pour expliquer que ceci s'est produit et qu'on retrouve, ça fait plus de 500 mois hein, depuis février 85. Il n'y a aucun mois qui soit plus froid. La chance pour que l'humain ne soit pour rien, elle est moins de 1 sur 100 000. Donc, tu vois, donc aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a aucun scientifique pour dire que le climat n'est pas en train de changer trop vite et que l'humain, ses activités sont bien impliquées dans ce changement aussi rapide. Il y a un truc qui m'a fasciné en préparant cet entretien, c'est qu'on parle beaucoup des réfugiés climatiques pour les êtres humains, mais j'ai vu que c'était aussi le cas pour les animaux et même les arbres. Ah oui, les plantes, les herbes, tout, bien sûr. Alors comment un arbre peut être un réfugié climatique? C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'un arbre, malheureusement, à part dans Fantasia, dans Walt Disney, où l'arbre sort ses racines et se promène, un arbre, il ne va pas vite. Il y a eu de très beaux travaux de l'INRA en France, dans l'est de la France, où ils ont regardé, sur 18 ans, comment les arbres migraient. Alors le travail est très beau parce qu'il montre que les arbres ont réussi à faire le boulot en altitude. Parce qu'en fait, ils avaient des modèles mathématiques avec les préférences de chaque arbre, chaque espèce. Et ils montraient qu'avec le climat qui change très vite, le chemin que devrait faire l'arbre. Ils sont montés en altitude, mais ils n'ont pas eu le temps de faire le chemin au niveau horizontal. Donc, on a même des cas aux États-Unis où ils sont partis dans le mauvais sens. Ils sont partis vers le sud, tellement ils sont paumés. Mais comment ça se passe du coup? Un animal, en fait, tu vois sur une dizaine ou une vingtaine d'années qu'ils vont vivre plus au nord, plus au sud, c'est ça? Alors, au nord dans l'hémisphère nord, au sud dans l'hémisphère sud. C'est très clair, ça. Hein, au sud de l'équateur, c'est pas pareil. Alors, bien sûr, le milieu génial pour faire ça, c'est l'océan. Parce que tu n'as pas de barrière dans l'océan. Tout à l'heure, on disait, il n'y a pas de limite sur les cartes, hein, il n'y a pas de frontière sur l'océan. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vrai que sur Terre, en gros, on est à peu près à 6 km par an en ce moment, vers le nord dans l'hémisphère nord, le sud dans l'hémisphère sud. Qu'est-ce qui est de 6 km par an? Les poissons, c'est ça? Les animaux, je dirais. Ils bougent de 6 km par an? À peu près, oui. À cause du climat qui change? C'est ça, oui. Ils s'adaptent au préférendum thermique. Et en mer, aujourd'hui, c'est 47 km par an pour le plancton, 27 pour les poissons. Donc chaque année, les poissons au large d'Ouessant font 27 km plus au nord, pour simplement répondre à la température de surface de l'eau qui est en train d'augmenter. On voit les lançons de Normandie qui sont rendus en Écosse, on voit les anchois de Méditerranée qui sont rendus dans le golfe de Gascogne. On pêche, pas chez moi à Banyuls, on pêche des dorades coryphènes, un poisson que je connaissais, que connaissent les gens qui ont voyagé, parmi ceux qui nous écoutent. Ils les ont mangés à Tahiti et aux Antilles, pas du tout en France. Maintenant, il y en a dans le golfe de Gascogne. C'est facile de migrer en mer, oui. Mais il y a une grosse migration vers le nord dans l'hémisphère nord. Mais du coup, paradoxalement, on pourrait dire, du coup, c'est bon, ils s'adaptent. Oui, c'est bon. D'autant plus que rien ne se grille, rien ne se perd. Hein. On va perdre nos poissons normands, mais on va récupérer des poissons marocains. Hein. Alors, c'est quoi le problème, du coup? Le problème, il vient du fait que quand ils vont migrer vers le nord, il y a un moment où ils ne pourront plus continuer. Et ça pose un énorme problème en Méditerranée aussi. C'est qu'en Méditerranée, ce n'est pas indiqué la sortie. Donc, ils s'accumulent en mer Tyrrhénienne, en face de Venise, dans le fond de la mer Adriatique. Et là, comment ils font? Il faudrait mettre des pancartes. La sortie n'est pas par là. Il faut revenir vers Gibraltar. Et beaucoup sont rentrés par Suez. Hein. On a au moins 700 espèces arrivées de mer Rouge par le canal de Suez, hein, depuis qu'on l'a ouvert aujourd'hui. De toute façon, sur l'aspect température, on peut le dire tout de suite, hein, c'est pas déflorer le sujet. Il y a deux aspects immédiats de la température sur le vivant. Un, ça augmente le métabolisme, je consomme plus d'oxygène, je respire plus. Et deuxièmement, je me déplace aussi plus, puisque je veux garder ma température idéale. Il faut bien voir que dans l'histoire de l'évolution, la température est un facteur qui est tellement important. Et c'est là que l'humain fait fausse route en disant nous, on a échappé à ça, on n'est plus dans les réalités écologiques. Totalement faux. On a regardé, nous, les records du monde d'athlétisme, sont totalement liés à la température. Hein, un record de course, ça se bat entre 12 et puis 16 degrés. Ça ne se bat pas à 0, ça ne se bat pas à 40 degrés non plus. Donc on est bien sûr affecté aussi par la température, l'être humain. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la 6e extinction de masse. J'ai regardé, parce que j'y connaissais rien, et apparemment la 5e extinction, c'était les dinosaures. C'est ça, donc ça remonte un peu. Mais du coup, est-ce qu'on parlera des oiseaux, des abeilles, comme on parle aujourd'hui des diplodocus? Disons que
Moi, j'aime pas trop parler d'extinction aujourd'hui. Je dis pas qu'on n'est pas aux prémices, hein. Il y a un très beau livre écrit par mon successeur, Bruno David, hein, qui s'appelle À l'aube de la 6e extinction. Là, je veux bien. Mais on n'est pas encore dans une crise d'extinction. Nous sommes dans une crise, ça il faut le dire de façon formelle aussi, je décortique mes mots, d'effondrement du nombre des individus dans les populations vivantes sauvages. Voilà. On a tué la moitié des éléphants en 40 ans, la moitié des girafes. Les saumons sont en train de disparaître. Alors, ils ne sont pas éteints, mais ils sont en train de s'effondrer en ce moment de façon très claire, pour des raisons humaines qu'on pourra aborder aussi. Donc, alors, l'analogie, en gros, depuis 800 millions d'années. Avant, on ne sait pas trop. La vie, on a dit, elle a 4 milliards d'années, la vie, elle apparaît dans l'océan. On a à peu près 60 crises que les géologues avaient déjà bien vues avant, hein, des fossiles qui apparaissent, qui disparaissent, et donc 5 majeures. C'est les 5 extinctions. Voilà. La troisième est la pire. Hein. Donc, elle a 251 millions d'années. Elle marque la frontière entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Donc, nous, on l'appelle Permien-Trias. Hein. Le Permien, c'est le dernier étage de l'ère primaire. Le Trias, c'est le premier de l'ère secondaire. Et là, à ce moment-là, effectivement, disparaissent plus de 95% des espèces vivantes dans l'océan et sur Terre. Et la définition de la crise d'extinction, pour être aussi clair là, c'est la disparition d'au moins les 3/4 des espèces vivantes en mer et sur Terre en un temps court. Et c'est là, Colline, que c'est compliqué. Parce qu'un temps court, pour un géologue ou un paléontologue, c'est 500 000 ans. Pour un homme politique, c'est quelques années. Et c'est là qu'on a beaucoup de mal, nous, à expliquer nos problèmes, effectivement. Parce que la question, c'est, à la limite, c'est super intéressant. Tu as des causes, ces crises d'extinction. Pourquoi ça s'est passé? Toujours la même chose, hein, c'est température qui change, volcanisme gigantesque. C'est des joujoux, nos volcans actuels, par rapport à cela. C'est des rencontres de continents, c'est tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est combien de temps il faut après la crise pour revenir à quelque chose qui ressemblait à ce qu'il y avait avant. Quel temps il faut pour la résilience de l'écosystème. Ça, pour nous, c'est vital aujourd'hui, parce que si on détruit, si on fait disparaître des trucs, combien de temps il va falloir pour les restaurer, les remettre en activité, c'est ça. Enfin, les dinosaures sont jamais revenus. Ben non, ils ne peuvent pas. Et ça, c'est clair, c'est intéressant, parce que déjà, on me pose souvent la question, est-ce qu'une espèce qui a disparu peut revenir? Non, c'est impossible. Ça, c'est lié à la contingence. La contingence, si on parle tous les deux là cet après-midi, c'est parce qu'on a un grand-père et une grand-mère qui se sont rencontrés il y a quelques dizaines d'années. S'il y avait eu un dinosaure à point bleu qui rencontrait une copine à point rouge il y a 250 millions d'années, on ne serait pas là aujourd'hui. La contingence, c'est le fait en évolution qu'un événement qui survient, qui bouleverse le futur, aurait très bien pu ne pas se produire. Ça, c'est super intéressant, bien sûr, de regarder ça. Donc, à cette aune-là de l'observation, on s'est rendu compte que malgré les crises d'extinction, le nombre d'espèces vivantes a augmenté sans arrêt, et on pense qu'on a atteint le maximum il y a quelques siècles. Et c'est vrai que si je regarde aujourd'hui l'activité humaine, et on va revenir à la question tout à l'heure, qui menace qui, eh bien, si j'exclus la prochaine nouvelle météorite, les 6 autres causes de disparition de l'humanité, elles sont liées à l'humanité elle-même. Est-ce qu'on va créer l'inhabitabilité de notre planète? C'est la vraie question. Et donc, toi, cette 6e extinction de masse, tu la vois, si elle advient, c'est à quel horizon? Quelques siècles. Quelques siècles? C'est pas des milliers d'années, quoi. Non, enfin, c'est difficile là. Ce qu'il y a, c'est que l'extinction, ça veut dire la disparition du dernier des derniers, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'en reste plus un seul. Par contre, en écologie, il faut bien le dire, il y a ce qu'on appelle le vortex d'extinction, qui est le fait que sur des baleines, par exemple, ça a été pas mal travaillé, sur des grosses bêtes surtout, s'ils sont plus suffisamment nombreux pour se rencontrer, mâles et femelles, ça peut accélérer le processus. Et ce qu'on montre aussi qui est étrange en écologie, c'est que ce n'est pas forcément les plus rares qui disparaissent les premiers. On a par exemple des espèces extrêmement localisées. Alors c'est clair, là, si je détruis la localité, ils disparaissent pour toujours. D'autres, par contre, finalement, ils disparaissent pas plus vite que ceux qui étaient nombreux. Le plus bel exemple, c'est le pigeon américain, qui était incroyablement nombreux dans les années 1890, mais partout. On trouve des textes de diligences sauvagement agressées par des essaims de pigeons américains. Eh bien, il est éteint. Il s'est éteint. Alors qu'il était extrêmement populeux. Question intéressante. Le bison d'Amérique, on va le sauver de quelques individus. Et là, l'humain qui va les massacrer. On tuait des trains qui partaient de l'Est vers l'Ouest avec des carabines à longue portée, tuer ces animaux uniquement pour manger leur langue. Le fameux Buffalo Bill, c'est une horreur écologique, bien évidemment. Et en plus, bien sûr, il y avait un intérêt politique, c'est qu'on affamait les populations autochtones d'Amérindiens, évidemment, puisque ce qu'ils bouffaient, comme on a fait pour les saumons dans l'Ouest américain. Donc c'est vrai que
l'humain va les sauver aussi. On va sauver à peu près au même niveau quelques individus aussi. La vigogne, qui est un magnifique lama d'Amérique du Sud. Il y a le lama, l'alpaca, la vigogne, et et le guanaco. 4 espèces. Ce sont des camélidés, famille des dromadaires et des chameaux sud-américains. Ils sont que là. On va les sauver in extremis aussi. Parce que on va dire, mais attention, c'est pas possible. On n'en aura plus du tout. L'Inca punissait de mort le fait qu'un humain tue une vigogne. Et quand tout ça part en morceaux avec l'arrivée espagnole, on va toutes les tuer. On va les sauver in extremis. On les a sauvés. Donc c'est ça que l'humain est le seul qui peut encore restaurer et sauver ces choses-là. Hein. Alors sur le climat, on a l'impression que maintenant on comprend à peu près bien les mécanismes des gaz à effet de serre, comment les mesurer, les objectifs à tenir, les fameux 2 degrés. Mais quand on parle de biodiversité, ça a l'air d'être plutôt au tout début. Et puis moi je me pose toujours les questions, est-ce qu'il y a un équivalent du GIEC sur la biodiversité? Est-ce qu'il y a des rapports? Comment on mesure? Il n'y a pas de tonnes équivalent CO2? Est-ce qu'on va compter le nombre de vers de terre? Est-ce que c'est le nombre d'espèces qui disparaissent? Est-ce qu'il y a des objectifs comme pour l'accord de Paris? Est-ce que c'est aussi institutionnalisé? J'ai l'impression que non, mais tu vas peut-être nous en dire plus. On a tenté de le faire. Alors, je dirais quand même que j'envie mes amis du GIEC. Là, je vais être un peu perfide vis-à-vis des Nations Unies, mais quand le GIEC met IPCC en place, donc la Convention internationale sur le climat, ils le font en dehors des Nations Unies. Parce qu'on est avant la prise de décision des Nations Unies. Et ça les a beaucoup servi. Beaucoup servi. On n'a pas eu l'énorme poids d'un système onusien pour créer le GIEC IPCC. Quand nous, on commence avec la biodiversité, alors ça aura plein de noms. Moi, j'étais président du muséum à l'époque, donc on a lancé ISMOSEB, on a lancé ça dans les années, c'était 2009, je me rappelle. Après, c'est devenu IPBES, la plateforme internationale donc pour la biodiversité et pour les services rendus par les écosystèmes. C'est 2011, donc c'est assez récent. Le siège est à Bonn. Mais dès le départ, nous, on a eu des problèmes liés aux mécanismes onusiens. Par exemple, je me rappelle une réunion surréaliste pour des scientifiques, des jours à discuter si on allait travailler en dollars ou en euros, par exemple. Je raconte ça à notre public, parce qu'il faut dire, c'est ça la vie de tous les jours. Et voilà comment on passe de l'écologie, avec plein de beaux trucs, au terrain. C'est quand le député Lassalle me dit « Mais Gilles, moi je n'ai rien contre les ours. Ceux qui m'emmerdent, ce sont les Parisiens qui veulent des ours dans mes montagnes. » Ça, c'est l'écologie de terrain. Et ça, il faut le prendre en considération, bien entendu. C'est très important. Et au niveau de la biodiversité, c'est que tout pratiquement est au niveau du socio-écosystème. Il n'y a aucun système naturel qui change sans impact social. C'est vrai aussi, bien sûr, pour le climat. Donc, on a eu quelques avatars au début. On a eu beaucoup plus de mal à nous faire financer aussi au début parce que les pays mettaient beaucoup moins de moyens. Aujourd'hui, je crois qu'on a 135 pays qui ont signé IPBES alors qu'on est à 196 pour le climat. Pour une raison, à mon avis, assez simple, qui expliquait aussi pourquoi on n'avait jamais parlé d'océan dans les conférences climat. Personne ne vote sur l'océan et personne n'est élu sur l'océan. C'est pareil, on a la trouille du changement climatique, on n'a pas peur de l'effondrement du vivant. Je crois que ça, c'était super important à expliquer à tout le monde. Et alors, on essaie ta question de monétariser. Donc, moi, je me rappelle aux États-Unis, une enquête dans la rue. Vous me donnez combien pour sauver les rhinocéros blancs? $50. C'était $50. Puis j'avais fait une conférence, et j'avais $100, parce qu'on aimait bien Gilles Boeuf, j'avais $100 pour le rhinocéros blanc. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on peut arriver, effectivement. Et donc, il a fallu attendre les premiers travaux d'économistes dans les années, fin des années 90, 97, 98. Et des papiers sortis dans la revue Nature, où ils ont estimé la valeur financière des services rendus par les écosystèmes. Et on est à des milliers de fois au-dessus de la somme de tous les produits intérieurs bruts de tous les pays du monde. Donc, c'est considérable. La plus belle démonstration, c'était les abeilles. Il y a des coins de Chine où l'abeille a disparu, parce que tout simplement, ils ont tout détruit, ils ont tout pollué, il n'y en a plus. Donc c'est les femmes qui font encore le boulot, c'est pas les mecs, c'est encore les femmes. Donc elles font ce qu'elles appellent marier les fleurs, marier la vanille, par exemple, c'est joli comme terme. Donc je vais faire entrer en contact la partie mâle et la partie femelle de ma fleur, ce que fait l'abeille, bien évidemment. Les pollinisateurs en général, parce qu'on parle de l'abeille domestique, mais il y a 1000 espèces d'abeilles en France. Et il y en a plusieurs milliers au niveau mondial. Et c'est vrai que, ça on l'a calculé. On calcule le salaire de ces femmes qui font le boulot, et là, on arrive à un chiffre de l'ordre d'un peu moins de 200 milliards d'euros par an. Donc, ça a beaucoup marqué les gens, ça. La forêt, c'est pareil. On a fait des calculs de la disparition de la forêt, du coût de l'inaction, par exemple. Mais où tu as raison dans ta question, c'est qu'on n'a pas de métrique comme on a pour le climat. La température,
ou bien le contenu en CO2 dans l'atmosphère. Alors, pour faire avancer un peu notre grande question du jour, et aussi parce que Time for the Planet s'occupe très spécifiquement du climat et des gaz à effet de serre, on va essayer de comprendre les liens entre dérèglement climatique et biodiversité. A priori, nous, on se rend bien compte, avec l'exemple des incendies qui augmentent, par exemple à cause du climat, que la biodiversité, elle pâtit du dérèglement climatique. Mais c'est un cercle vicieux parce que l'effondrement de la biodiversité elle-même empire le réchauffement climatique, c'est ça ? Oui, c'est d'accord. Pas forcément le réchauffement, le changement climatique. Le changement climatique. Par exemple, un exemple intéressant, la surpêche en Namibie ou au large des côtes du Chili, on détruit tous les petits poissons pélagiques, sardines, anchois, chinchard, tout ce qu'on veut. Il faut qu'on les effondre, il n'y en a plus. Donc les baleines qui les mangeaient s'effondrent, les poissons qui les mangeaient s'effondrent, les oiseaux marins qui les mangent, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient ces animaux? Du zooplancton, donc le plancton animal, les petites larves d'animaux marins. Il explose, puisqu'il n'est plus mangé. Et qu'est-ce qu'il bouffe? Le phytoplancton. Et le phytoplancton joue un rôle fondamental dans la capacité de l'océan à jouer son rôle de puits de carbone. Donc, enlever la forêt, pareil. Enlever la forêt boréale, la forêt tropicale, il ne pleut plus. S'il ne pleut plus, il n'y a plus d'agriculture. Donc, on voit que ça joue dans tous les sens, en fait. Donc, c'est vrai que la déforestation est très importante sur le changement climatique. Et le fait que des femmes aillent chercher... Ce n'est pas que les grosses multinationales, la déforestation. Il faut expliquer aux gens ce que c'est. C'est aussi des millions de femmes en Afrique qui vont couper du bois dans la forêt pour chauffer de l'eau. Quand est-ce qu'on passera de la préhistoire, qu'est-ce comportement-là, à un comportement vertueux, sans passer par la casse charbon et pétrole? Alors, tu as parlé de puits de carbone, justement, qui effectivement, nous on le sait, c'est un rôle essentiel pour le climat. Mais on va faire un petit peu de pédagogie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un puits de carbone naturel et à quoi ça sert? Concrètement, comment ça marche? C'est très simple. Un puits de carbone, c'est un endroit dans les écosystèmes où le carbone s'accumule et se stocke. Et puis le carbone, il y en a un petit peu partout. Par exemple, une question qu'on pose souvent, alors là, ce n'est pas le carbone, mais c'est la salinité. Comment on explique que les rivières charrient des milliards de tonnes de sédiments de continents tous les jours à l'océan et que la salinité ne change pas? Le CO2 a augmenté dans l'océan, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il ne change pas parce que c'est des puits. C'est-à-dire, le vivant stocke ça. Les falaises du pays de Caux, si des gens sont au pays de Caux en ce moment, on va se taper la tête contre la falaise, elle est plus dure que notre crâne. C'est des milliards de petites cellules de coccolithophoridae, c'est un joli mot, des petits planctons marins qui se sont accumulés là. Donc les puits de carbone sont des endroits où effectivement les systèmes naturels stockent du carbone. L'océan est un merveilleux puits de carbone, puisqu'il stocke à peu près entre 26 et 30% du carbone émis par les humains en excès aujourd'hui. L'océan a stocké 93% d'énergie surnuméraire depuis l'usage des énergies fossiles. Et donc, puisque ça les stocke, en fait, ça le sort du gaz à effet de serre, de l'effet de serre, c'est ça? Et donc, puisque c'est stocké, par exemple, dans les arbres, tout ce qui est stocké dans les arbres n'est pas en train de réchauffer la planète. Un très joli écosystème qui stocke très très bien, mieux que les arbres encore marins, ce sont les herbiers de Posidonie en Méditerranée. Oui, c'est ces plantes à fleurs qui vivent en Méditerranée, les herbiers, et ils sont très très forts pour stocker du CO2, beaucoup plus que les arbres. Alors du coup, en général, quand on parle de puits de carbone, les gens pensent justement aux arbres et aux forêts, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit état des lieux de ces fameux puits de carbone, parce qu'ils sont plus nombreux que ce qu'on imagine. Alors on va commencer par l'océan, qui est ton domaine de spécialité. C'est quoi le mécanisme de stockage du CO2 de l'océan et comment il va l'océan par rapport à... Est-ce qu'il marche encore ce mécanisme? Alors, le problème, c'est que ça lui fait du tort aussi à l'océan. C'est ça le problème, justement. Alors, il stocke, c'est très simple. C'est une équation de base que tous les chimistes connaissent. CO2 plus H2O donne de l'acide carbonique, un acide faible. Et donc, l'océan, il le dissout, le CO2. Il dissout le CO2, ok. Jusqu'à où il pourra aller? C'est une vraie question qu'on pose beaucoup. Est-ce qu'un jour, il va être totalement incapable de continuer à redissoudre le CO2? Mais le CO2 est stocké surtout énormément par les êtres vivants. Ce plancton que j'évoquais tout à l'heure est une coquille d'huître, c'est du carbonate de calcium. C'est vrai qu'il y a du carbone dans tous les coquillages, en fait. Nous, là, on tient debout parce qu'on a un squelette. On a stocké aussi. Donc, c'est vrai que comment on récupère tous ces éléments, je dirais, physiques, chimiques, minéraux, et ce qu'on appelle, nous, la biominéralisation ou la biocalcification, c'est le fait qu'un être vivant utilise des éléments minéraux dans son organisme. Une coquille d'œuf de poule, par exemple, le squelette du corail, une coquille d'huître, tout ça, c'est de la biocalcification. Le squelette de l'humain. Et ça, c'est très, très, très important. Et ça se passe depuis que la vie dans l'océan ancestral s'est mise effectivement à produire de l'oxygène, on disait tout à l'heure. Donc, en gros, on dissout du CO2 dans l'océan, et ça fait un nouveau matériau que des êtres vivants, soit
ingèrent, soit utilisent pour faire leurs coquilles, ce Oui, genre de bien choses. sûr, bah, Et du celui-là- coup, ça ne réchauffe plus pendant Non, ce temps. voilà, bah non, puisqu'il n'est pas dans, il est pas Il dans n'est pas dans l'atmosphère. l'air, exactement. Donc ça, c'est en ça, typiquement, que l'océan a un puits de carbone. Et ce que tu disais, c'est que le problème, c'est que ça ne va pas être illimité, ce puits de carbone. On ne va pas pouvoir... On n'en sait rien, c'est une question qui est posée. D'accord. Est-ce qu'un jour, parce qu'on sait qu'il y a eu du CO2 en beaucoup plus grande quantité sur la Terre, hein. Il y en a eu beaucoup, beaucoup plus que ça, avec un terrible effet de serre, évidemment, hein. Mais il n'y avait pas d'humains à l'époque, bien sûr, hein. Il y a eu des cas où il faisait beaucoup plus froid, la Terre a été gelée jusqu'au bout. Il y a même des moments où on imagine qu'elle était gelée quasi jusqu'au centre. Du fond de l'océan, il restait quelques mètres d'eau libre pour que la vie puisse continuer à exister. Elle a été beaucoup plus chaude, bon, autant des dinosaures que tu évoquais tout à l'heure. Elle a été plus acide, cette vie, l'océan plus basique, il a été plus salé, moins salé. Ça a changé tout le temps. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est la vitesse du changement. C'est encore là-dessus que je reviens, qui est très, très préoccupant, hein. Et la remontée du niveau de la mer, il faut bien voir que la mer qui remontait de 5 cm par an il y a 15 000 ans, ben, l'humain s'en foutait complètement. Il migrait jusqu'au bord de l'eau, puis s'installait où il n'y avait pas d'eau, c'est tout, hein. Aujourd'hui, toutes les grandes villes du monde sont au bord de l'océan. Cherche-moi des grandes villes qui ne sont pas au bord de l'océan. Quand on aurait trouvé Moscou, Chicago, Paris, on a fait le tour. Il y a quelques autres, mais elles sont toutes au bord de l'océan. En Amérique du Sud, du Nord, en Afrique, en Asie, elles sont au bord de l'océan. Le métro de New York, aujourd'hui, si on ne pompe pas l'eau tous les jours depuis quelque temps, il est sous l'eau. Jakarta va être sous l'eau. Bangkok va être sous l'eau. Oh, donc c'est vrai que c'est des questions, c'est des millions d'humains, des milliards, je pense, hein, qui vont être touchés en fait par ces questions-là. Sur l'océan, donc tu parlais des algues, du phytoplancton, comment ça marche? Comment ça stocke du CO2? En fait, ça prend le CO2 qui est dans l'eau, Oui, c'est ça, dans leur squelette. dans le squelette, Ouais, c'est ça. et ça se calcifie, et donc du coup, Ouais, c'est ça ça, évite que ça ressorte, en gros. Oui, bien sûr, ça le conserve depuis longtemps. Une Et coquille, si en plus, l'intérêt de la coquille, c'est qu'elle conserve tout le temps, même quand l'animal est mort. C'est ça, parce que l'algue, si elle meurt, par exemple, si, je sais pas, il y a trop d'acidité dans l'eau, et que l'algue, elle meurt, qu'est-ce qui se passe du CO2? Elle se dépose sur le fond, et puis la partie du sédiment qui va se construire à partir de ces squelettes qui sont morts, là, va le garder. Le charbon, c'est génial, le charbon. Le vivant, qu'est-ce qu'il avait fait? Pas le vivant, la planète Terre, qu'est-ce qu'elle avait fait? Eh bien, elle a stocké des gigantesques forêts du Carbonifère sous forme de charbon. Ça n'emmerdait personne, je pèse mes mots, la colline, hein. On les regardait des milliards d'années. C'est l'humain qui t'a allé chercher. Idem pour le pétrole. C'est quoi le pétrole? C'est du plancton marin entre 250 et 25 millions d'années. Ben, il était stocké, des énormes poches de Il pétrole. n'était pas dans l'air, et là, on le fait ressortir dans l'air en utilisant le pétrole et le charbon. C'est bien tout. Dès qu'on a inventé, effectivement, la machine à vapeur. Ok, les forêts maintenant, comment ça stocke du carbone? Est-ce que toutes les forêts stockent du carbone? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un incendie? Quand une forêt, elle meurt? Comment ça marche, ce puits de carbone-là? Les forêts stockent du carbone, mais très différemment. Les forêts boréales du nord ne le font pas de la même façon que les forêts tropicales du sud. Une vieille forêt est moins capable de stocker qu'une forêt qui est récente aussi. Donc on a regardé tout ça. Et c'est vrai que c'est très variable selon les régions. Mais de dire qu'il n'y a que la forêt qui fournit l'oxygène à la Terre, c'est pas vrai, hein. Il ne faut pas oublier l'océan. Mais c'est vrai que l'âge de la forêt, les essences forestières aussi sont incriminées. Il y a des moments où c'est vrai que l'activité humaine pourrait permettre de mieux stocker le carbone, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'hypothèse du 4 pour 1000 au niveau agricole. On voulait stocker dans les sols français agricoles 4 pour 1000 du CO2 émis par les humains. Si on y parvenait, on arriverait à stocker du carbone dans les sols. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de matière organique dans les sols. On l'a détruit. On a détruit nos sols parce qu'on l'a hyper mécanisé, des tracteurs qui pèsent des poids fous, des labourages incroyables, des surfaces gigantesques, et bien sûr aussi avec l'usage de ce qu'on appelle les biocides, des produits qui tuent la vie, les pesticides, insecticides, herbicides, hein. Donc tout ça contribue beaucoup, beaucoup, beaucoup aux effets délétères qu'on évoque ici aujourd'hui, bien sûr, hein. Mais c'est vrai que les sols pourraient très bien stocker du carbone. Ils le font, mais pas forcément si bien que ça. Par exemple, il ne faut pas laisser un sol nu, hein. Quand on voit les champs marrons l'hiver, je suis désolé. La végétation, elle est verte, il devrait être vert. Marron, une semaine par an, pas plus que ça. Donc c'est là qu'il faut, avec le monde agricole, retravailler sur le stockage du carbone dans les sols, mais sur des sols qui sont vivants. Si l'océan stocke du carbone, c'est parce qu'il est vivant. Et les sols, c'est pareil. Alors, pour le petit clin d'œil, on m'a expliqué que les baleines, c'est des puits de carbone, Oui, bien sûr, parce que la baleine, quand elle est très grosse, donc c'est une grosse bête. Bon, il n'y en a pas assez de baleines, on les a massacrées en plus. Il doit nous rester, je ne sais pas, allez, 4% des baleines qu'on avait au début 19e, quoi. Parce que c'est des énormes cadavres, effectivement, et quand elles tombent au fond de l'eau, elles vont entraîner une activité microbienne et puis une activité de charognage de tout ce qui est au fond. Ils n'ont rien à bouffer, les espèces des grands fonds. Elles attendent, hein, béatement ce qui tombe de la surface. Donc, les squelettes les corps de baleines, pas les squelettes, sont de superbes systèmes intéressants, hein, pour reféconder un milieu marin.
y compris plus de carbone, mais aussi libération de nutriments géniaux pour des milieux qui sont hyper pauvres. Hein. Donc grâce à toi, on a mieux compris les puits de carbone. Donc on a bien vu quand même que Homo sapiens est en train de détruire la biodiversité et qu'en faisant ça, d'empirer aussi, d'accélérer encore le changement climatique. On va retourner un peu la question cette fois et se demander carrément si Homo sapiens n'est pas finalement en train de s'auto-détruire en détruisant la nature. Alors du coup, je vais faire un petit jeu avec toi. Nous, on fait toujours un petit jeu dans nos entretiens. C'est un petit jeu que j'ai intitulé « À quoi tu me sers, toi ?» Donc je vais te citer des éléments du vivant et tu vas devoir me dire, mais attention, c'est en 2 phrases max, hein, parce que sinon on va y passer la soirée. Pourquoi en tant qu'être humain, j'en ai besoin? À quoi il me sert, lui? Donc, on va faire très simple, et tu l'as un peu dit tout à l'heure avec ton histoire de vanille. À quoi tu me sers, toi, l'abeille? En 2 phrases. Toutes les plantes d'intérêt agronomique, 80% sont pollinisées par les abeilles. Donc, sans abeilles, plus de fruits, plus de légumes. Ça, c'est pas mal. Ok, à quoi tu me sers, toi, le ver de terre? Les masses de vers de terre sont gigantesques. Le ver de terre, c'est la vie du sol. Hein. Sans vers de terre, il n'y a pas de vie dans les sols. Et sans vie dans les sols, il n'y a pas d'agriculture. C'est absolument fondamental. Ils sont géniaux, les vers de terre. On les a oubliés. Ok. À quoi tu me sers, toi, le récif corallien? C'est l'endroit au monde, en milieu marin, où on trouve le plus d'espèces vivantes ramenées à la surface. Hein. En gros, sur un des récifs coralliens, on trouve plus de 30% de toutes les espèces vivantes dans l'océan sur la Terre. Or, le corail, c'est moins de 1% sur une carte. Donc, milieu d'extrême biodiversité avec énormément de vivants. Et c'est la nourriture de beaucoup de populations qui vivent dans ces régions particulières, le corail. Alors, du coup, pour être un peu plus provoque, quand on voit ce que les pangolins / chauves-souris nous ont amené, à quoi ça sert de les garder, ceux-là? Pour une raison très simple. D'abord, on ne croit plus trop que ce soit le pangolin qui joue ce rôle-là. Mais ça ne fait rien, peu importe. Un truc comme le vison. Dans le passé, c'était la civette masquée. Pour le MERS, en 2010, c'était le dromadaire. Le Nipah, c'était le cochon. La grippe espagnole, c'était le canard. Là, on pense plutôt à un vison, mais ce n'est pas encore sûr. En tout cas, c'est bien un virus de chauve-souris. Ça, c'est très clair. Alors, la meilleure protection de l'humain, c'est de laisser les chauves-souris exister et leur foutre la paix dans leur grotte. Voilà. Elle les conserve, les virus, dans leur grotte. Ils ne sortent pas. Ils en sont pleins de virus. Il n'y a pas que le coronavirus 19. Quand on a fait les manips avec le muséum, on a trouvé 400 espèces de virus chez les chauves-souris chinoises, dans les grottes aussi du Cambodge ou du Laos. Foutons-leur la paix, laissons-les là, puis il n'y aura pas de problème. Le drame, c'est qu'on les ramène sur des marchés, promiscuité avec les animaux domestiques, élevage intensif, et avec les humains. Et c'est parti comme ça. Et voilà pourquoi quelque chose qui n'aura pas dû se produire s'est produit. Puis alors après, l'horreur de l'humanité, c'est que l'humain l'a transporté partout en quelques jours. Dans cette histoire de utile ou pas utile, je dirais que ce qui m'énerve toujours, d'abord, nous, à quoi on sert, hein, on va se poser la question. Moi, je dis, quand on me dit ça, à quoi tu sers, toi? Dis-moi un petit peu, là, hein, franchement. Et surtout, j'y tiens, je dis ça aux enfants. Réfléchis ce matin, aujourd'hui, Colline, là, à tout ce que tu as fait depuis ce matin, qui sert absolument à rien, mais qui t'ont apporté du bonheur et du plaisir. Hein, voilà. Et ça, on l'a complètement oublié. On ne peut pas le calculer financièrement, si tu veux. C'est ce que tu donnes, toi, en valeur à quelque chose, c'est le bien-être que ça t'apporte. Et c'est là que ça va pas du tout. Il y a des tas de choses qui servent absolument à rien, mais qui sont géniales, quoi, qui font qu'on est l'humain. Quand Ératosthène, 700 ans avant Jésus-Christ, calcule la circonférence de la Terre, il sait qu'elle est ronde, hein, et sa masse, à quoi ça sert? À rien. C'est génial. C'est génial. J'admire l'humain pour ça, tu vois, pas pour les conneries qu'on fait aujourd'hui. Et pourquoi dans la grotte Chauvet, il y a 37 000 ans, des sapiens de l'époque, avec une flamme vacillante d'une torche de pain qui brûle, te dessinent des lionnes, des rhinocéros, des panthères, des hyènes en France. À quoi ça sert? À rien, mais c'est génial. Pourquoi ils ont fait ça? Et c'est ça. Sérieusement, pour eux, ça servait à quelque chose dans leur tête. Hein. Mais c'est pas un truc physique qui valait. Donc, tu vois, ce genre de raisonnement-là, arrêtons-le. Il y a plein de choses. C'est pour ça que je ne suis pas quelqu'un qui veut arriver à la finalité en permanence. Et puis surtout, on ne passe pas notre temps à sauver que les espèces qui servent à quelque chose. D'abord, on ne sait pas celles qui vont servir demain. Hein. Il y a plein de gens qui pensent qu'on pourra très bien vivre sans les animaux, donc on a compris que ça allait être un peu compliqué. Foutaise. Comment tu arrives à les rendre, ces gens-là, sensibles à la cause animale? Comment tu arrives à leur faire comprendre que ça les concerne eux aussi? Alors, j'ai entendu l'histoire du sodium, des bactéries, etc. C'est quoi pour toi l'argument qui marche le mieux, ce que tu constates autour de toi? Alors, une question qu'on me pose souvent et sur laquelle je sèche, on va me dire, est-ce que dans la nature, avec beaucoup moins d'espèces, ça fonctionnera quand même? Ça, on n'en sait rien. Par exemple, si j'enlève le 383e insecte de mon arbre de Colombie
Est-ce que la forêt va s'écrouler? Je ne crois pas. Ça, on ne sait pas. Pourquoi le vivant a fait autant d'espèces? C'est une vraie question. La réponse qui est la plus logique en écologie, si tu veux, en théorie écologique, c'est que plus il y a d'espèces, mieux ça se porte. Ça veut dire que le jour où l'écosystème change, agressé par des facteurs de milieu qui changent, tu vas trouver l'espèce qui va s'en sortir et qui va sauver l'écosystème en question. Un cas qui est fabuleux, c'est le rat taupe nu. Là, j'ai pas d'image, c'est dommage, mais plus laid que ça n'existe pas. C'est un gros rongeur qui vit dans les terriers au Kenya, mais tellement laid qu'on le jette à la poubelle tout de suite, quoi. Hein. Et ben, ce truc-là, allez savoir pourquoi, c'est arrêter de vieillir et n'a jamais de cancer. Voilà. Et quand on trouve ça, le rat taupe nu va sauver l'humanité. Donc c'est pour ça qu'arrêtons cette histoire de dire on va sauver celui-là parce qu'il sert à quelque chose. Nuisible, utile, c'est pareil. Tout à l'heure, j'ai eu le malheur de dire ce mot utile. C'est l'humain qui les reconnaît comme utiles, mais il n'y a pas d'animaux nuisibles que les dieux ont inventés bien avant l'apparition des humains pour les emmerder quand ils seraient là, en fait. C'est la vision qu'on en a, nous, en fait, hein, pour le chasseur, le blaireau. Le loup est utile ou nuisible. Il est très utile aux écosystèmes, le loup, si on veut parler d'utilité, parce qu'il va contrôler les grands prédateurs qui bouffent tous les arbres. Donc c'est vrai que quand on a trouvé l'harmonie d'un écosystème qui marche bien, et c'est le livre de Robert Barbeau, le grand écologue qui est disparu il y a 10 ans maintenant, Robert disait « L'humain, c'est un éléphant dans un jeu de quilles ». Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Pour finir de couvrir notre grande question, j'aimerais du coup qu'on s'intéresse aux réponses qu'on peut apporter pour essayer d'éviter ce scénario. Nous, chez Time for the Planet, on cherche des innovations qui sont capables de lutter à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique. Il y a une de tes citations qui m'a bien plu, tu dis il y a littéralement 4 milliards d'années de R&D, de recherche et développement, dans la nature. Donc le vivant, pour toi, ça doit être une source d'inspiration pour nous en sortir, c'est ça? Extraordinaire. Alors, c'est pas Gilles Boeuf le premier qui l'a remarqué. En 1516, Vinci, le grand Léonard, disait « Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. » C'est super. Ben oui. Il n'a jamais créé d'avion, mais il a créé l'Élante, hein, qui est un modèle de maquette d'avion. Il savait, et on n'aurait jamais inventé les avions sans les oiseaux et les chauves-souris accessoirement. Les oiseaux volent depuis 150 millions d'années, Colline. On n'y est pour rien, on n'est pas là. Bon, ils ont su trouver ça tout seuls. Nos avions volent depuis 150 ans. Et tout est à l'avenant, en fait. Hein. Donc ça veut dire que le vivant a trouvé des astuces. Le vivant a tout. Et ça va te plaire ce que je veux dire là, parce que c'est vraiment dans ta philosophie de ce que tu veux faire. Et on n'avait pas communiqué avant, on s'en plein dedans. J'ai apporté de l'eau à ton moulin. C'est que le vivant a subi les pires changements. Le vivant s'est adapté au changement. Voilà. Le vivant, en fait, c'est Gould qui disait, durant l'évolution, il y a des très grandes périodes durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas d'événements extérieurs qui changent tout. C'est comme au football dans l'évolution. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc quand ça marche, c'est bien. Et puis, au moment, ça ne marche plus parce que ça a changé à l'extérieur. Il faut s'adapter. Et c'est là que le bas blesse pour nous aujourd'hui. Le vivant a su s'adapter en permanence depuis presque 4 milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'il a changé. Et nous, Colline, on ne change toujours pas. Quand Einstein disait, mais comment voulez-vous résoudre des problèmes que l'on a avec les mêmes raisonnements qui ont amené à créer ces problèmes? C'est pas possible. We have to change. Tout est là. Comment on change? Et c'est là que l'économie devrait se regarder en face et accepter qu'elle a la même racine que écologie et qu'aujourd'hui, c'est le cours à Sciences Po que je fais. Hein. Comment on passe de l'histoire naturelle à l'économie des hommes? Tant que l'économie sera en train de vouloir faire coller à ces principes nuls, suicidaires qui sont les actuels, de faire du profit le maximum possible, le temps le plus court possible, en détruisant la nature, en la surexploitant, ça ne marchera pas, évidemment. Ça veut dire que ça, ben c'est fini, basta ce temps-là. Et j'ai peur que la reprise après le Covid-19 porte les stigmates, effectivement, de quelque chose qui va, on va s'en prendre une autre pandémie. Donc c'est là qu'il faut dire aux gens, c'est super important pour vous que ce vivant se porte bien autour de vous. Gardez un peu de biodiversité au fond du jardin, c'est pas que des machins carrés, blancs et noirs. Peignez en blanc les bitumes et pas en noir. Hein. Laissons les écoles ouvertes l'été pour l'éveil personne. Quand il fera 2 semaines, on a de 50 degrés à Paris en 2045. C'est tout ça, en fait, aujourd'hui. Tu sais, finalement, une grande partie de tout ce qu'on dit là, ça s'appelle du bon sens. Hein. Du coup, s'inspirer du vivant, c'est aussi ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est un de tes sujets de spécialité. Oui. Comment ça peut nous servir et qui fait du biomimétisme? Qui peut faire ça? Il faut d'abord un chercheur fondamental. Par exemple, cette jeune femme travaille sur le BLOP, là, qui vient d'avoir, j'ai vu. Ah oui, incroyable le BLOP. Voilà, à Toulouse. Et donc, le BLOP, c'est un truc bizarre. C'est le truc jaune unicellulaire. Ouais, voilà, c'est unicellulaire, mais plein de noyaux, par contre. Multinucléé, plein de noyaux. Donc, c'est très spécial. Il peut être très gros, il peut faire des mètres cubes. Et ce truc-là, il a un génie, c'est qu'il sait trouver le plus court chemin pour aller quelque part. C'est magique.
Par exemple, ce qu'on a fait au Japon, c'est qu'on a pris le plan du métro japonais. Il adore les flocons d'avoine, le blob. Donc, sur une grande carte du métro japonais, on a mis des flocons d'avoine sur chaque station. Et en 2 mois, il nous a dessiné le métro de Tokyo, bien mieux que ce que des dizaines d'ingénieurs ont mis un siècle à faire. Voilà, c'est tout. Hein, c'est va être aussi, par exemple, de Mestral, quand il rentre avec son chien à la maison, le chien est plein de graines, tu sais, l'herbe qui colle, de bardane, puis il se rend compte que la graine est géniale, parce qu'elle s'accroche, elle se décroche, elle finit pas dans la machine à laver. Alors il dit, comment il fait ça? Il regarde, il voit des micro-crochets, et il invente le scratch. Hein, pas d'énergie, pas de pollution. C'est aussi l'exemple fantastique, par exemple, de nos GPS, qui sont inspirés des mouvements des fourmis pour aller d'un point à l'autre, être le chemin le plus court en un temps ultra court. Ça va être aussi les ailerons d'avion qui sont relevés maintenant, en voyant les grands oiseaux qui remontaient les plumes des bouts des ailes. On gagne 8% de carburant. Donc il te faut un chercheur fondamental. Alors, un ingénieur après. Parce qu'il faut traduire ça en ingénierie, évidemment, et une entreprise. Et une entreprise qui le déploie. Tout à fait. Ok. Du coup, par exemple, la permaculture, dont on parle beaucoup, est-ce que c'est basé sur le biomimétisme? On ne l'a pas appelé biomimétique, mais ça ne me choquerait pas de dire que oui. C'est vraiment... Dans la nature, par exemple, on fait pas de trou. La nature ne fait pas un trou pour mettre une graine. Hein. Elle la jette sur le sol. Donc, c'est vrai que la permaculture, c'est une restitution de systèmes naturels. Alors, par contre, où c'est plus naturel du tout, c'est qu'on fait des biomasses incroyables, quoi, beaucoup plus grandes que dans une forêt tropicale classique. L'humain, là, a hyper favorisé, dans le bon sens, en parlant bien, sans polluer, sans détruire, hein, la productivité d'écosystèmes. Donc c'est une nature boostée, ouais, sans intrants chimiques. Ça, oui, de toute façon, il y a énorme bio-inspiration dans le monde agricole. Il faut y aller beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est évident. C'est génial la permaculture, c'est absolument super intéressant. On peut pas tout faire comme ça. Le bio, c'est pareil, c'est être capable de produire. En fait, c'est compliqué hein, pour cette histoire d'agriculture. Et ça, il faut le dire. Et moi, je rends grâce au monde agricole. Hein, c'est qu'ils ont pour défi de nourrir 8 milliards d'humains sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, sans enlever les zones humides qu'on a évoquées tout à l'heure, sans enlever entièrement la forêt, hein, sans détruire les baies dans les océans, sans empoisonner le consommateur. Voilà la question. Et ben voilà. Et ça, pour moi, ce qu'il y a tout ça, c'est le low cost. On leur a dit, produisez le moins cher possible. C'est la folie. Un poulet à 1 euro le kilo, je suis désolé. C'est comme le type qui hurlait l'autre jour, oui, c'est scandaleux, le test Covid est plus cher que le billet. Ben voilà le problème, c'est pas le Covid qui pose problème, c'est le prix du billet d'avion aujourd'hui. Hein. Parce que le prix réel n'est pas du tout 5 euros pour aller à Marrakech aujourd'hui. On se fout du monde. On se fout du monde. C'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes. Donc là, je suis désolé. Cette démesure-là, elle est scandaleuse. Elle pèse... Moi, j'ai des collègues dans le sud de l'Espagne, ils me disent, on en a marre des Britanniques qui débarquent, qui se bourrent la gueule tout le week-end parce qu'ils sont payés leur billet d'avion de 10 euros pour venir de Londres à Murcia ou à Malaga ou à Cartagena. C'est pas possible de continuer comme ça. Qu'on amène sa copine à Cartagena, oui, ou son copain, avec un joli séjour, en respectant les gens, en apprenant leur langue. Pas pour aller se pitancher parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Pas possible de continuer comme ça, hein, dans ces conditions-là. Hein. C'est encore la démesure que j'évoquais tout à l'heure. J'ai entendu aussi parler d'une autre solution. Je ne sais pas si c'est du biomimétisme, ça s'appelle les corridors écologiques. Oui. C'est quoi? C'est un principe écologique qu'on connaît depuis très longtemps, depuis le début, depuis le 19e. C'est le fait que dans la nature, pour qu'un système fonctionne bien, il faut qu'il puisse communiquer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la façon dont l'agriculture a travaillé, en enlevant les forêts, en laissant des bosquets de temps en temps, a fait qu'il n'y avait plus de relation d'un bosquet à l'autre. Et ça s'éteint beaucoup plus vite. Si les bosquets, même s'ils sont réduits considérablement parce qu'ils laissent de la surface au territoire agricole, s'ils ont des corridors entre ce qu'on appelle les trames, c'est pareil. Hein. La trame, c'est ça. Trame verte, c'est la forêt ou l'agriculture. Trame bleue, c'est l'eau. Et la trame noire, c'est la nuit. Hein. Avoir des zones où il n'y a pas de lumière pendant la nuit, c'est important aussi. Donc c'est tout ça. Et la trame blanche, récemment, c'est avec des questions de glaciers. Donc c'est vrai que c'est le fait qu'on permette aux vivants, dans des zones où il n'y a pas que des réserves, avec des zones qui sont cultivées aussi, on garde des endroits par lesquels le vivant peut communiquer d'une zone à l'autre, un corridor ou une trame. D'accord. Une dernière question. Tu dis la biodiversité s'effondre de partout, mais moins dans les milieux de vie des populations autogérées. Oui, c'est ce qu'on a vu. Quelle leçon on doit en tirer de ça? C'est super intéressant. Ça a été vu au dernier rapport dans l'IPBES. Donc, IPBES, c'est l'équivalent, on a dit, du GIEC climat pour la biodiversité. Donc, dans le dernier rapport qui date du 9 mai 2019, donc ça va faire juste 2 ans, publié à Paris, le 6 mai 2019, il montre que partout, le vivant s'effondre, mais moins rapidement dans les zones gérées par des populations autochtones, qui font plus attention à leur environnement que les gens des pays très développés. Les Kogi en Équateur, par exemple,
les Amérindiens, le chef Raoni, on parle souvent de ça au Brésil, en Afrique aussi, bien sûr, en Asie, partout, oui. Parce qu'il y a. C'est facile à retrouver le nombre de populations autochtones, de gens qui sont considérés comme autochtones. Ils font plutôt moins de mal à l'environnement que ce qu'on fait ailleurs. Il y a aussi une diminution, mais pas avec la même intensité. Ça, c'est encourageant. Ça veut dire qu'on peut. On peut si on veut. Ne pas tout casser, voilà. Ok. Alors, on arrive à la fin. Si tu dois répondre en seulement 2 phrases à notre grande question du jour, qui est, je rappelle, est-ce que nous allons tuer la nature ou est-ce que la nature nous tuera d'abord? Quelle est ta conclusion? Ça me fait un petit peu rigoler parce qu'on donne à la nature une intention, ça me gêne. Le mot nature, on ne devrait pas mettre la nature sujet d'un verbe, en fait. La nature, c'est la nature. La nature décide de, fait, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que. Puis il y a des connotations un peu divines aussi. Les dieux nous punissent. Hein. C'est les animaux malades de la peste. Hein. Tu te rappelles dans la fable de La Fontaine, un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, dans sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste. Donc c'est donner une attention à un système qui n'en a pas, évidemment. Par contre, ce qui est super intéressant à regarder, c'est que c'est les désordres que l'humain crée lui-même qui font accentuer ces menaces qui pèsent en fait sur les systèmes. Et ça, il faut le prendre en considération. Les empêcher, freiner le changement climatique, et 2, restaurer quand on peut. Avec une chose importante à dire aussi à nos auditeurs, c'est que restaurer coûte toujours beaucoup plus cher que ne pas détruire. Très belle conclusion. On va te proposer d'écrire dans notre livre d'or. On te laisse sortir ta plus belle plume et puis c'est fini. Time for the Planet, quel joli programme. C'est une initiative très courageuse et intéressante. Et j'aime beaucoup toutes ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui veulent éduquer, transmettre et tout faire pour changer le monde. Leur combat est vital et tellement essentiel. Nous ne bougerons pas le monde sans modifier nos comportements. Le vivant s'est adapté à de terribles événements depuis 4000 millions d'années et il y est parvenu car il a constamment accepté de changer, ce que nous ne faisons toujours pas. Bon vent.